de vous accueillir ce soir. Est-ce que vous voudriez bien dire un petit mot sur le film? C'est un film qu'on a tourné très très vite en début d'année dernière. J'étais rentré en janvier de Buenos Aires où j'étais avec mon père et j'écris 10 pages. Les 10 pages qui parlaient déjà du sujet, on les a déposées à la télé, au Centre national du cinéma, et contre toute attente, on a commencé à avoir des réponses positives à cause du sujet du film. Et du coup, on a trouvé un décor en février, on l'a tourné en mars, le film. On a fini début avril et on l'a montré à Cannes en juillet. Donc, quand on fait des enfants, en général, ça prend 9 mois ou 7 mois, mais là c'était en 5 mois et demi, tac, tout le processus avait eu lieu. C'est rare, mais quand les choses sont faites dans la vitesse, ça se fait de manière collective, tous les dialogues sont improvisés. Les 2 acteurs, c'était mes 2 premiers choix. Avant même de penser à d'autres, j'avais déjà en tête et sur le mur la photo de Françoise Lebrun, dont la fillette ici présente parmi vous ce soir. Et Dario Argento, mais qui préparait un film, et je pensais que je ne pourrais jamais la voir parce qu'il devait tourner son nouveau film, et grâce au Covid, son film a été reporté, pas le mien, et du coup j'ai dit écoute, tu peux pas faire le tien, mais tu peux faire le mien, et il est venu, donc il a fait. Voilà, c'était le couple magique que je voulais, et après une fois que j'avais eu l'accord des 2, je me suis dit qui c'est qui pourrait faire un fils qui leur ressemble, et en regardant des photos, je me dis voilà, Alex Lutz. Ils ne se connaissaient pas tous les 3 et voilà, vous allez voir le résultat, c'est tout ce qu'il y a de plus crédible. Et voilà, il y a un débat après, et comme c'était un franc succès, vu la nature joyeuse et commerciale du film, on a rempli une autre salle aussi avec le même film. Il faut que j'aille le présenter là-bas, et après, ils vont tous débarquer ici. Voilà, voilà. Et oui, il y a une voilà, qui va arriver. Donc je reviendrai pour un débat, et au moment du débat, vous serez envahis. Vous serez nombreux. Ouais. Bon, bonne projection à vous. Merci, ça va bien. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. Le rapport à la drogue des personnages, il est assez pathétique, il n'est pas glorifiant, et c'est presque un sujet totalement secondaire. J'aime bien quand Dario dit à son fils, oui, on est tous des drogués, mais c'est vrai que
drogue, elle est partout dans la vie, elle est dans l'alcool, elle est dans le café, elle est dans les comportements addictifs. Et on a tourné le film, l'appartement, il n'était pas tourné à Stalingrad, mais comme tout s'est un peu improvisé, je me suis dit, tiens, si je fais le film et que je vais montrer des séquences de rue, pendant le confinement à Paris, il y a un quartier qu'on appelle Stalingrad, parce qu'il y a la station Stalingrad qu'on voit dans le film, où il y a eu de plus en plus de toxicomanie, de crack. Et effectivement, alors qu'il y avait un couvre-feu à Paris, des fois, si vous sortiez la nuit, juste pour tenter l'expérience de voir Paris vide, vous croisiez presque que des SDF et des craqués. Et à un moment, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien montrer un Paris inquiétant qui correspondait à cette période-là, qui était l'année 2021 et l'année 2020. Et du coup, on avait rencontré des gens d'une association qui aide les usagers en leur fournissant des pipes propres, des pipes à crack ou des seringues. Et du coup, en les rencontrant eux, après je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée que le fils, ex-junk qui essaye de s'en sortir, travaille avec une association comme ça. Et effectivement, les personnages qu'on voit dans le film qui viennent chercher des pipes, c'est des vrais usagers du quartier. Plus facile aujourd'hui depuis le succès commercial et critique du film Amour. Après, il y a eu quelques cas de films avec des vieux qui ont bien marché. Un film néo-réaliste italien fait par De Sica, et qui est le film préféré de Vittorio De Sica, c'est Umberto D, où c'est l'histoire d'un petit vieux qui n'a plus de retraite, toujours, il a du mal à survivre, et qui vit seul avec son petit chien. Et à un moment, il pense même à tuer son petit chien, parce qu'il ne peut plus le nourrir. Et je sais que j'avais 10 ans, et le film m'a vraiment, vraiment impressionné, parce que mes parents issus de classe moyenne, etc., n'avaient pas des parents. Donc moi, je n'avais pas de grands-parents qui étaient dans le besoin, mais je me suis dit, effectivement, il y a des gens qui peuvent tout d'un coup se retrouver dans le besoin. Et on m'a beaucoup parlé d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas avant de tourner ça, qui s'appelle Place aux jeunes. C'est l'histoire d'un couple de vieux qui ont 5 enfants, plutôt aisés, mais suite à des erreurs de jugement, ils vont se faire jeter, et du coup les 5 enfants se partagent la garde des 2 parents parce que personne ne veut s'en occuper. Et c'est vraiment un film super cruel sur comment les enfants peuvent abandonner leurs parents, et le film est ultra triste. Et on m'a dit, ouais, ça fait passer un peu à ce film. Là par contre, le personnage, il est plutôt très bienveillant avec ses parents, et c'est juste, il est un peu hors d'usage, il est totalement à la ramasse, le pauvre Alex Lutz, ou le personnage de Stéphane. Et par rapport à l'approche dans ce film, ce qui m'a frappé, c'était vraiment une approche quasi documentaire. La caméra, moi je trouvais que c'était un peu comme du ozu, c'est-à-dire hauteur de table, sans ces travelling et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelle a été l'approche esthétique de ce film, pourquoi le diptyque ou le split screen, je ne sais pas trop si on dit... Je savais que j'avais 4 semaines pour le tourner, et j'avais déjà fait 2 courts-métrages, Lux Eterna et un autre. J'avais commencé le tournage. Le premier jour, j'ai tourné des séquences à 2 caméras et d'autres à 1 caméra. Je m'étais rendu compte à la fin du premier jour de tournage, en regardant le matériel, que les séquences que j'avais tournées à 2 caméras étaient plus fortes que celles que j'avais tournées à 1 seule caméra. Du coup, dès le lendemain, j'ai retourné les séquences que j'avais fait à 1 caméra, je les ai retournées à 2 caméras pour que le film puisse éventuellement, surtout de sa durée, être en split screen. Et je regrette vraiment pas ce choix. Finalement, est très vite digéré. Je crois qu'à partir de la 2e, 3e minute, ça y est, on ne fait plus du tout attention au fait que c'est en split screen, et ça paraît très naturel, sauf quand il y a des accidents, et par exemple quand il y a un vrai accident de tournage. Je n'avais pas demandé à Dario de traverser la main dans l'autre cadre, mais Françoise s'était mise à pleurer pour de vrai dans cette séquence-là. Je sais pas si ça lui est venu parce que tout le monde improvisait ses dialogues. Dans son improvisation, elle s'est mise à pleurer. Et du coup, le petit garçon était un peu perdu, et Dario aussi. Et à ce moment-là, Dario a passé la main et lui a dit « Ça va, Françoise ?» Et après, à la table de montage, je lui ai dit « Pourquoi t'as dit Françoise ?» Il dit « Oui, parce que Françoise pleurait. » Il lui dit « Mais il s'appelle pas Françoise dans le film. » Et du coup, on lui a doublé la voix, et il dit « Ça va, mon amour ?» Et puis on voit pas trop. Voilà.
Et ce qui fait aussi que le film fait un peu documentaire, c'est surtout que le jour où on a commencé à tourner le film, il n'y avait que 10 pages de scénario et il n'y avait pas de dialogue écrit du tout. Dans le cas de Dario, je lui dis, je vais pas te donner du texte, tu n'es pas comédien. Et en plus, c'est toi le maître du cinéma, moi je suis juste un bon cadreur, voilà, je ferai la caméra, toi tu t'occupes de ton personnage. François s'occupera de son personnage et Alex, qui est très habitué aux impôts, s'occupera de son personnage. Et mon chef-op, qui ouvrait et qui fermait les rideaux, parce qu'il n'y a presque pas de projet non plus, fait la deuxième caméra. Et du coup, c'était comme un truc, une expérience collective qu'on partageait, et toutes les bonnes idées sont restées à la table de montage, et quand il y a une mauvaise idée, on l'a coupée. C'est ça l'avantage du cinéma bien du montage, si un truc ne vous plaît pas, vous le coupez. Et ma question suivante, c'était Dario Argento, Alex Lutz, c'est aussi des cinéastes. Est-ce que du coup, travailler avec des metteurs en scène, c'est un avantage ou un inconvénient? Travailler avec des gens intelligents, c'est un avantage. Ouais. Après, il y a des gens qui sont charismatiques devant la caméra, d'autres moins. Et souvent, c'est pas lié au fait qu'ils puissent mémoriser du texte ou pas. Il y a un charisme naturel des gens. Et dans le cas de ce film, moi, je leur donnais pas du texte. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui fait une composition qui est plus compliquée que tous les autres, c'est Françoise. Parce que Françoise, elle a toute sa tête. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être très dur pour sa fille qui est ici de voir le film. et d'autant plus qu'elle n'a aucun problème neurologique et que je crois qu'elle n'avait pas fréquenté des gens qui ont été dans cet état-là, comme moi j'ai vu ma mère dans cet état-là. Et du coup, on lui donnait des images de documentaires ou des vidéos pour qu'elle s'en inspire, et elle a fait sa propre cuisine de manière très instinctive, mais c'était un vrai rôle de composition. Dario, juste, il ne dit pas qu'il est Dario, mais moi quand je le vois, il est critique de cinéma, il avait été critique de cinéma, mais ce que je vois c'est son essence. Alex, on le connaît surtout pour ses sketchs à la télé ou pour le film Guy, mais c'est quelqu'un de très mélancolique dans la vie. Quand moi je l'ai rencontré pour voir si vous voulez faire le film ou pas, surtout je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas du tout celui qu'on voit à l'écran d'habitude, et il serait parfait pour le rôle, et il s'est entendu super bien, autant avec Françoise qui connaissait son travail, qu'avec Dario qui ne connaissait pas son travail. Mais d'ailleurs Françoise, elle ne connaissait pas du tout le travail de Dario Argento, donc je lui donnais sa biographie, je lui donnais des films, et inversement, du coup, ils se sont rencontrés sur le plateau. Il me semble qu'au début du film, le film est dédié à tous ceux qui perdent la tête avant le cœur. Ouais. C'est ça, c'est ce moment, je crois que, je sais pas, il ne faut jamais croire les sondages, ni politiques, ni scientifiques, parce que tu dis comment est-ce qu'ils sortent ça, mais je crois qu'une personne sur 6, avant la fin de sa vie, va avoir l'Alzheimer, et qu'une personne sur 3 va avoir des problèmes de sénilité, et du coup tu vois effectivement, là, souvent on est 240, il y en a 80 qui vont perdre la tête comme ça. Après, c'est la on fait pas. Et du coup, je me suis demandé. C'est très dur pour ceux qui le vivent, et c'est presque aussi dur de manière très différente pour la famille. Moi, je l'ai vu de près, et effectivement, je voyais mon père perdre la tête parce que ma mère ne pouvait pas dormir et que l'empêchait de dormir. Et du coup, c'est la psychose générée par la sénilité ou juste par l'âge est extrêmement contagieuse, et c'est comme des états de guerre familiale. Mais le personnage de Dario, pour le coup, perd le cœur avant la tête. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est critique de cinéma et du coup, c'est une petite pique Après, je crois que Dario, il a déjà eu des soucis cardiaques. Ça, il n'invente rien, et quand il a joué la séquence, il a dit je vais la faire juste 2 fois. Et il y avait un matelas qu'on a effacé après en post-prod, mais il tombait sur le matelas, mais il dit je la ferai que 2 fois. Et de par lui-même, je n'ai rien demandé. Je ne sais pas quel bouton il a appuyé pour que ses poumons ils fassent ce bruit, mais tu as l'impression qu'il y a un Darth Vader qui est en train d'asphyxier à l'intérieur de sa poitrine. Et j'ai entendu ça quand on était à la salle de montage, parce que moi je faisais la caméra, mais là le son qui était pris par le micro-cravate, je l'ai découvert à la salle de montage, et je sais pas, il s'est mis en transe pour que ses poumons hurlent pendant le plan, et c'est ça qui rend aussi la séquence très touchante. Lui, il n'est pas comédien, mais il a dirigé des comédiens toute sa vie, et il sait exactement comment faire pour réussir un plan, quoi.
Et il est super précis aussi avec les marques au sol, avec le timing. Et dès le départ, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai que 10 pages, il faut qu'on tourne le film en 4 semaines, donc voilà, apportez-moi toutes vos idées, et presque tout ce qui est dans le film, ça vient pas de moi, ça vient des comédiens ou de trucs qui sont produits accidentellement sur le plateau. Et moi je trouvais qu'il y avait aussi même j'avais dit à Françoise de peu articuler, et je veux surtout qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans ta tête par tes yeux, mais essaye de jamais finir tes phrases, essaye même de placer des mots inachevés ou inventer des mots qui n'existent pas, et essaye de bredouiller. Et du coup, je crois que le premier jour, il était pas très à l'aise avec ça, mais le deuxième jour, je dis ok, si c'est ça, je le fais. Et effectivement, tu la vois souvent, pendant que les deux autres parlent, qu'elle regarde à droite, à gauche, et à un moment, elle sort une phrase, mais à chaque prise, elle sortait des phrases différentes, et on faisait souvent 2-3 prises, et elles étaient très différentes dans leur contenu, mais elles étaient toujours super justes. Et quand il dit oui, il faudrait que je m'en aille, c'est elle qui l'a inventé. Les dialogues de la séquence de l'EHPAD, quand le fils essaie de les convaincre d'aller à l'EHPAD, j'ai pas écrit une ligne, je leur ai dit faites durer la séquence, si ça dure 30 minutes, ça dure 30 minutes, si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Nous on peut tourner, et on a placé les 2 caméras, et on l'a tourné 3 fois. Et la vérité c'est que mon micro, non, le micro était bien placé, mais mes oreillettes elles marchaient pas bien. Et du coup, je faisais semblant de les dire, j'ai dit oui, c'est bien, on l'a fait une deuxième fois, mais surtout, je n'ai rien entendu. Et j'ai découvert la séquence à la salle de montage. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils étaient bons. À la fin de la journée, je ne savais même pas à quel point ils avaient été bons. Justement, ma question, c'était vraiment sur le son, et je crois que c'est Camille Yasumoto, c'est ça, je ne me trompe pas le nom, qui travaille sur ce film. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel a été le travail autour du son dans Vortex? Dans le cas de ce film, il y a des films que tu as du mal à post-synchroniser. Là, tous les trucs sont très émotionnels, qui sont bredouillés, tout ça, il faut faire du son direct. Donc il était important que la prise de son soit impeccable. L'appartement était tellement petit, tellement bas de plafond, et on avait 2 caméras, donc 2 cadreurs, moi d'un côté, Benoît de l'autre, plus des assistants caméra, plus le perchement, etc. C'était très claustrophobisant, et de voir le tournage à l'extérieur, on disait aux gens, on ne rentre pas dans le plateau parce qu'il est trop petit, trop étroit. En plus, il y avait un accessoiriste qui déplaçait toujours des trucs. Et c'était vraiment comme être dans un sous-marin. Et vu de l'extérieur, tu voyais 2 personnes âgées avec genre 6-8 personnes autour avec 2 caméras. Ça faisait très entomologiste, mais ils arrivaient à faire des choses naturelles là-dedans, et Ken plaçait les micros. Et après, il n'était pas là, mais c'est mon collaborateur habituel depuis plusieurs films, et il fait la prise de son, il fait le montage son, et il fait le mixage. Et je connais presque personne d'autre en France qui fasse la chaîne complète. En général, il y a quelqu'un qui fait le son avec un patchman, après il y a quelqu'un d'autre qui fait le montage son, et encore quelqu'un d'autre qui fait le mixage, et lui fait tout de A à Z. Et voilà, c'est un collaborateur primordial, je ne vois pas comment je peux le changer aujourd'hui. Quel est le rôle? Et il y a des choses qu'on a repris aussi avec elle, c'est que des fois Dario me disait oui, tu sais, mon français n'est pas parfait. Et je dis, mais il est largement assez parfait pour avoir un enfant en France, et aussi pour communiquer librement en français. Et de temps en temps, il y a quelques phrases qui disaient mal, ou un mot qu'il a inventé qui n'existait pas en français, et on l'a doublé, donc il y a plein de postings qu'on a fait. Ça se voit pas, ça s'entend pas. Dans l'appartement, avec énormément de produits culturels. Moi, je pense toujours à Marie Kondo qui n'est que 10 bouquins. Là, c'est vraiment le contraire. C'est une approche très matérialiste aussi d'une vie, et d'une vie culturelle. J'imagine que ça ne devait pas être évident de tourner. Peut-être que la maison ressemble un peu à la maison de mes parents, où il y a des livres partout, à celle de mes grands-parents, où il y avait des livres partout, à celle des amis de mes parents, où il y avait des livres partout. Mes parents étaient gauchistes, leurs amis étaient gauchistes aussi, ma mère était assistante sociale, très cultivée, mais portait psychiatrie aussi. Et du coup, pour moi, ça c'était comme
une image parentale qui me paraissait totalement naturelle. Je n'avais pas dans mon scénario écrit exactement quelle était la fonction du père et de la mère, le couple principal, et j'attendais de savoir qui allait jouer le film pour déterminer quelle fonction sociale on leur donnait pour leur passé ou pour leur présent. Et avec Dario, c'est venu très vite qu'il ne fallait pas qu'il soit réalisateur. Il ne pouvait pas trop improviser sur des sujets politiques, comme si j'avais pris un ancien 68 art pour jouer le rôle. Donc on s'est dit, tiens, est-ce que critique de cinéma ça t'aide? Il dit oui, c'était mon premier métier, tac, les critiques de cinéma. Donc on va décorer ton bureau avec des livres de cinéma, des affiches de cinéma. Ça coulait de source. Quant à elle, c'était pas écrit non plus quelle serait la fonction sociale qu'elle avait eue dans sa vie avant de perdre la tête. Et je me citais justement, si elle perd la tête, ce serait bien qu'elle était psychiatre et qu'elle connaisse le fonctionnement du cerveau, parce que tu dis, c'est là où c'est encore plus douloureux de savoir que tu as étudié ce problème-là toute ta vie et que tu tombes quand même dans cet abîme-là. Et du coup, à partir du moment où on avait choisi cette fonction-là pour elle, on ne peut pas savoir si c'était une bonne psychiatre, une mauvaise, si elle était à la tête d'une clinique ou pas. On ne peut pas savoir non plus si lui c'était un bon critique de cinéma ou pas. En tout cas, ils ont fait leur métier avec passion. Et aussi, elle était donc, dans le film une psychiatre de gauche. Et Jean Ravas, qui est peut-être le meilleur décorateur qu'on peut trouver en France aujourd'hui, celui qui a fait les films de Polanski, qui a fait La Cité des Enfants Perdus, qui a fait Climax, et qui avait fait aussi en même temps que ça Paris Brûle-t-il, il a reconstruit Notre-Dame. Je lui ai proposé de faire le film, il m'a dit je ne sais pas si je peux le faire parce que je suis en train de faire Notre-Dame brûle en même temps avec Jean-Jacques Hano, mais finalement il a mis ses équipes. Et c'était vraiment un travail d'accessoirisation, mais super complexe, de trouver tous les livres qu'on a essentiellement loués chez des bouquinistes, de trouver les affiches, réguler les histoires des droits des affiches, mais au bout d'un mois, l'appartement qui était totalement vide, qu'on avait loué, il était décoré, et les gens qui venaient sur le plateau, ils disaient, tiens, on dirait vraiment qu'il y a des gens qui habitent ici, c'est pas possible, vous n'avez pas fait ce décor, il est trop réaliste, et même, on avait mis de la bouffe dans la cuisine, on laissait un peu en décomposition, comme quand on va chez des gens qui font pas trop de ménage, effectivement, ça sentait un peu comme la cuisine pourrie, tout était sale, et effectivement, j'aimais bien, parce que le moins de détail était plein de poussière, de saleté, et ça rendait le décor encore plus asphyxiant, mais encore plus vrai, quoi. Et du coup... à la fin, quand on a fini le tournage, moi j'étais épuisé, tout le monde était épuisé, et il y avait dans ce mini-scénario de plage, il y avait qu'on voyait l'appartement se vider, et moi j'étais vidé, j'avais pas la force d'être là pour filmer l'appartement qui se vide, et on avait trouvé à ce moment-là un jeune étudiant de cinéma qui était OK pour le faire, et il a filmé tous ses plans pendant que l'équipe d'égo vidait l'appartement en 2 jours, et voilà, heureusement qu'on a fait ça, parce que c'est comme le troisième décès du film. Il y a des gens qui disent ouais, putain, quand l'appartement se vide, c'est encore plus douloureux que quand le père ou la mère est mort. Parce que là, c'est effectivement leurs vies sont parties, mais après leurs traces dans le monde disparaissent en même temps, et même on voit l'écrit psyché qui passe, son testament intellectuel qui devait léguer au monde futur, et il est sous un carton qui va finir à la poubelle, et tu dis voilà, effectivement, même ce qui reste de ses écrits, ça finit à la poubelle pour toujours. Dans la vie, on apprend à être humble. On l'a fait d'urgence l'année dernière, et d'urgence, je l'ai montré à Frémont juste le jour, la veille du jour où il allait annoncer sa sélection, mais il avait déjà fait sa sélection pour la compétition officielle. Il nous a proposé de passer à la fin, et ça m'a arrangé aussi parce qu'il fallait bien finir le film, donc je lui ai dit on passe à la fin. Mais lui, il connaissait le sujet du film, mais je voulais pas que les gens sachent trop de quoi ça parlait. Du coup, dans le résumé du Festival de Cannes, je lui ai dit il ne faut pas dévoiler le sujet du film. En mettant Françoise Lebrun, on doit se dire oui, peut-être c'est un film un télo, mais si on met le nom de Dario à côté, ils vont se dire oui, c'est peut-être un film d'horreur, en plus avec le titre Vortex, ça fait penser à Suspiria, à Climax, et du coup, aussi voilà, en mettant juste les 2 photos, et un résumé qui représente le film mais qui ne disent rien. Et du coup, j'avais trouvé cette phrase, c'est « La vie est une courte fête qui sera vite oubliée ». Et après, bizarrement, même maintenant, Allociné récupère ce synopsis, qui aurait été un non-synopsis, mais qui est c'est une citation lapidaire sur l'existence.
Alors, question très très intelligente, attention. Est-ce que vous qualifieriez Vortex de film réaliste, pessimiste, fataliste ou vacuitiste? Vacuiste? Vacuitiste, voilà, vacuité. Ah, plutôt ça, je connaissais pas le terme. Ça me va. Vacuiste. J'aimerais revenir aussi sur une séquence qui est... Vous n'êtes pas convaincu? Ouais. Ah, mais il y a une phrase qui résume bien le film. En plus, c'est une phrase qui a été improvisée par Dario, qui est La vie est un rêve dans un rêve. C'est une phrase une citation de Edgar Allan Poe qui a été très souvent reprise. Il y a aussi un roman espagnol qui s'appelle La vie est un songe de Calderón de la Barca. Mais la vie est un rêve dans un rêve. Ça représente bien le film et je crois que ça représente bien la vie. Et lui, il a sorti pendant sa discussion improvisée avec Jean-Baptiste Toré au téléphone. À l'autre bout du téléphone, il y avait Jean-Baptiste Toré. Il ne lui avait pas dit grand-chose. Il disait juste pas parler du rêve dans le cinéma. Il m'a filmé pendant 30 minutes. On a gardé 4 minutes. Mais il y avait cette citation que j'ai gardée au montage. Et du coup, quand on est arrivé au tout dernier jour de tournage, j'ai dit tiens, ce serait bien qu'il y ait un prologue au film, un moment heureux qu'on pourrait filmer en monoscreen. Et on a rajouté, le tout dernier jour de tournage, avant que Dario reparte vers l'Italie, la séquence du balcon où ils font un petit cocktail avec du vin blanc. Et comme je savais déjà que j'allais garder cette phrase-là plus tard dans le film, je dis tiens, tu peux pas ressortir la phrase « La vie est un rêve dans un rêve ?» Je dis mais comment je la sors? Et je dis à ce moment-là, il faut que François te dise « La vie est un rêve ?» Et toi tu lui demandes « La vie est un rêve dans un rêve ?» Et du coup, on l'a fait. Et ça marche très bien. Mais après, c'est sûr, j'ai vu pas mal de gens mourir dernièrement, de près. Des gens très proches, j'avais vu ma mère mourir, j'ai vu des filles mourir. Et après, voilà. Mais le Fernando Solana, ces derniers temps, j'ai vu aussi beaucoup de cérémonies funéraires, des discours. Et effectivement, ce qui ressort le plus, c'est la vacuité de l'expérience humaine. Et le poids que c'est de vider les appartements. Pour revenir du coup à ces histoires de rêves, là on a un rêve prémonitoire incarné par Françoise Hardy, qui elle-même est justement pas dans un super état de santé. Elle était d'ailleurs, Françoise Hardy, c'était pas du tout prévu de la voir dans le film, mais c'est quand on a tourné cette séquence de prologue, après à la salle de montage, je me suis dit tiens, j'aimerais bien qu'il y ait une musique un peu sentimentale qui vienne de chez les voisins. Et du coup, j'ai demandé à mon monteur, tiens, tu peux pas me télécharger des morceaux de Françoise Hardy, surtout Mon ami la rose. Et du coup, il est allé chercher sur YouTube le morceau, et il y avait 2 versions. Il me dit, je prends laquelle? Je dis pourquoi? Et c'était juste l'image qui changeait, mais ça, c'était la version filmée par la télévision suisse. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai? Il va dire, prends celle-là. Et une fois qu'il l'avait importée, je me suis dit, tiens, essaye de la mettre dans le film, comme ça, comme pour marquer une ellipse. Et ça marchait tellement bien que je me suis dit, non, on va essayer d'avoir plutôt que la mettre comme la musique d'accompagnement qui vient de chez le voisin, on va la mettre comme plein cadre. Et on va voir si on a les droits. Et on a réussi à avoir les droits aussi parce que je connaissais une fille dont le père avait été le petit ami à ses débuts de Françoise Hardy. Du coup, et on avait un contact direct et de quelqu'un qui était vraiment le meilleur ami de Françoise Hardy. Et du coup, en l'espace de 24 heures, il avait répondu oui, je suis pas contre l'idée. Et je crois qu'il n'a toujours pas vu le film. On lui a envoyé le film à un numéro pour qu'il le voie. Je ne sais pas s'il l'a vu, en tout cas, on avait changé des emails et elle était super chaleureuse. Et effectivement, elle a des problèmes de santé majeurs que presque tout le monde connaît. Et elle est exactement de la même génération que Françoise Lebrun. Et voilà, je trouvais que c'était un truc qui était externe et qui résume bien l'histoire du film tout entier. Quelle était l'énergie, l'ambiance sur le tournage? Parce que finalement, c'est quand même un film un peu triste. Est-ce que... Non, l'énergie était joyeuse. Après, c'était... On a tourné en mars et début avril de l'année dernière. Et c'était à l'époque où il y avait des inspecteurs Covid sur le plateau. Donc tout le monde avait un masque, sauf moi. J'avais triché pour me faire vacciner
avant tout le monde, je ne suis pas anti-vax, je suis tellement parano que si mon avait pu me vacciner 10 fois de suite, je m'en vacciner pas. Je m'étais fait vacciner avant tout le monde en trichant. Mais, et aussi, Dario et François s'étaient fait vacciner et on avait fait vacciner aussi Alexis. Donc on est juste 4 qui étaient autorisés à enlever le masque parce qu'il y avait une juridiction qui était mise en place dans le milieu du cinéma qui peut enlever le masque sur un plateau. Des acteurs, ils avaient le droit. Mais, je sais pas, on m'avait dit oui, le cadreur, si la caméra est trop lourde, je dis oh, il est trop lourde. J'ai enlevé mon masque, mais on était juste 4. Et tout le reste du monde était masqué. Effectivement, en plein de tournage, il y a eu quelques cas de Covid, malgré que tout le monde surveillait tout le monde. Et du coup, je sais pas, il y avait une ambiance un peu parano, claustro. Mais voilà, peut-être que l'avantage de ça, c'est que tout le monde était concentré dans le travail. Et aussi le fait de tourner avec des gens qui ne sont pas aussi jeunes que les danseurs de Climax, ça fait que tu respectes un peu les horaires, et tu tournes 8 heures par jour. Toi, tu ne tournes pas 14 heures par jour. Quand c'est des gamins, tu peux les faire tourner même 16 heures par jour, ils sont contents. Mais du coup, voilà, on a fait des semaines de 5 jours. Et surtout Dario, qui est habitué à ne jamais faire plus de 3 prises par plan. Si je voulais faire une 4e prise, il fallait vraiment que je prie, que j'aille le faire rigoler. C'est pas non, quand un truc est tourné, c'est 2-3 prises et voilà. Et Alex, par contre, qui aime tourner super vite et sans dialogue préécrit, il était enchanté. Il m'avait dit que son film Guy, il avait réussi à le faire avec. Il avait réussi à se faire financer le film Guy par Studio Canal avec juste un scénario de 10 pages. Il dit mais c'est comme ça qu'on fait les meilleurs films. J'ai dit oui, t'es d'accord? Oui, on est d'accord. Et voilà. Il était très inventif lui aussi et il a su défaire tous les nœuds qu'il pouvait y avoir, le relationnel. Et franchement, tout le tournage était très agréable. Et après, comme le film, je ne sais pas si c'est d'un sujet sérieux, mais un sujet qui fait peur à beaucoup de gens, on s'est dit, voilà, il ne faut pas essayer de faire de la provoque inutile ou d'y ajouter des blagues. Et si on fait un truc qui ressemble à la vie, et que voilà, on a tous plus ou moins fait le même film. Et oui, je pense qu'il y a un truc en tout cas qui moi m'a touché, mais peut-être parce que je regarde trop de films japonais en ce moment, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une inspiration finalement, comme si c'était un film d'horreur ou un film thriller un peu à la Ring, parce que Françoise Lebrun est vraiment fantomatique. Il y a encore cette autre image où je pense à Alex Lutz qui est en train de prendre son crack avec le fils qui regarde encapuché. Voilà, moi il y avait un peu cette image-là quand même qui me faisait penser à des films de fantômes. Après, dans la vie, il y a beaucoup de moments dans la vie perso quand les gens de ta famille perdent la tête, ou quand ta copine perd la tête, ou quand toi tu perds la tête, très souvent on se retrouve dans des films d'horreur psychologique. Et voilà, juste j'essayais d'être respectueux à la fois pour ce que j'ai vécu, pour ce que d'autres ont vécu et pour ce que les autres allaient vivre. Voilà, j'aime beaucoup comment Farhadi a traité le personnage qui avait l'Alzheimer dans Une séparation, où il y a un personnage du père qui s'échappe dans la rue, qui a plein de plainte. Moi je l'avais vu, et c'est des situations super angoissantes parce que tu peux passer des heures et des heures, tu ne sais pas qu'est-il arrivé à ton père ou à ta mère. Et après, effectivement, ma mère, par exemple, a été revue 7 heures après, parce que j'étais allé aux toilettes une fois. J'ai dit, je reviens dans 30 secondes, et je revenais, il n'était plus là, et puis il a disparu, et il a reparu à 10h30 du soir à la maison, on ne sait pas où il était, et personne ne savait comment moi-même elle a retrouvé le chemin. Et Farhadi fait des films de suspense avec des citations réelles. Il y avait Mongyu qui avait fait aussi un film sur l'avortement, 4 mois et 3 semaines de jour, qui est comme un film d'horreur psychologique, ou un thriller qu'avec des événements réels. Et je me dis, ouais, c'est ce genre de cinéma que j'aimerais faire. J'avais vu aussi un film qui s'appelait La Clé, un film iranien, avec un enfant qu'on laisse tout seul avec un bébé dans l'appartement, et puis le gaz il est ouvert. Et du coup, c'est juste genre 90 minutes de la vie d'un gamin
quelqu'un avec un bébé, et le gaz qui est ouvert, et ils sont peut-être à moins d'une de mourir, ou peut-être d'exploser avec la maison, et c'était un thriller plus inquiétant que n'importe quel film d'Hitchcock. Sauf que là, il y a un côté plus Titanic, parce que tu sais qu'à la fin, de toute façon, ils vont y passer. Vous avez utilisé la pellicule ou c'était au numérique? C'est tourné en numérique, et même comme la plupart des derniers films que je fais, on a filmé avec des focales beaucoup plus courtes que ce qu'on voit à l'arrivée. Je préfère maintenant, surtout avec les numériques, tu as des caméras où tu mets du 4K, du 8K, donc tu as beaucoup de définition. Et je me couvre en filmant, en choisissant l'angle d'une caméra ou des deux caméras, mais en filmant plus large, et le cadre précis, on le fait en post-prod. Et les caméras portées sont faites par moi ou par Benoît, et ils n'ont pas été stabilisés particulièrement, sauf dans les séquences de rue. Et il n'y a pas de caméra. Bonsoir. Est-ce que vous avez tourné donc Vortex dans l'ordre chronologique, un peu comme Irréversible, ou vous avez procédé autrement? Je voulais tourner le film de manière chronologique. Il y a eu un petit souci de santé à la fin de la première semaine qui a fait qu'on a dû changer nos plans et tourner un personnage plutôt que l'autre pendant 2 jours, et après ça s'est réparé. Et du coup, on avait pris 2 jours au lieu de tourner 20 jours. Finalement, ça devenait 22 jours. Et après, j'ai rajouté des séquences sur le balcon. Donc, à l'arrivée, on a tourné pendant 25 jours. Mais majoritairement, on a tout fait de manière chronologique, sauf par exemple la séquence là où il y a les niches des morts de Columbarium. On nous avait donné une date, et du coup, c'est là où on l'a avancé, parce que il y avait juste une date possible, donc on l'a tourné un peu avant le reste. Mais sinon, ouais, majoritairement, on a tout essayé de mettre dans l'ordre. Et effectivement, le tout dernier jour de tournage, on a tourné le prologue. Mais ça, c'est juste parce qu'on avait fini le film, on a mis une journée supplémentaire. C'était la journée de sécurité. Je sais pas, alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a mis une journée de cadeaux avec les comédiens. Et Dario s'était déjà préparé à prendre l'avion la veille. Je dis non, s'il te plaît, Dario, qu'est-ce que tu veux tourner? Je dis, on peut tourner un prologue. Et puis, ok, pas trop, c'est pas. D'où elle est venue l'idée des 2 perspectives, que l'écran soit coupé en 2? Et c'est bon déjà. Pas de perspective, c'est du split screen. C'est juste que il y a des séquences où tu as 2 personnes, et je dis tiens, j'aimerais garder le film en split screen. Et comme pour signifier que les vies sont des tunnels qui s'entrecroisent, mais qui arrivent vraiment à se mélanger, encore plus quand une des 2 personnes est atteinte d'une différence mentale de perception. Après, par exemple, si tu es dans une cuisine et qu'il y a 2 personnes qui parlent, qu'est-ce que le plus naturel de filmer les 2 personnes de côté, de filmer les 2 personnes dans un seul plan par au-dessus, de filmer l'un de face et l'autre de dos? La plupart des films que tu vois aujourd'hui, ou la plupart des téléfilms surtout, c'est du champ contre champ. C'est dès que quelqu'un parle, tu as un gros plan, et dès que la personne arrête de parler, que l'autre doit répondre, ou que l'autre juste fait une mimique, tac, on passe à l'autre. Et c'est comme une partie de ping-pong qui ne ressemble absolument pas à l'expérience de la vraie vie. La vraie vie, ce serait l'addition des 2 perceptions en 3D, parce qu'on a 2 yeux. Et du coup, si tu veux faire un truc qui ressemble à la vraie vie, tu dois mettre une image 3D là, par exemple de la femme qui parle, et une autre image en 3D en contre-champ de l'homme qui est avec elle. Mais ça, tu ne peux pas le faire dans une salle de cinéma. Par contre, de mettre les deux points de vue à côté l'un de l'autre, là, tu te dis, tiens, on commence à se... Et après, j'ai pas fait des visions subjectives comme j'ai pu en faire au début de l'Interview Voice. Là, je me suis dit, non, on va juste accompagner les gens de face, de dos, comme peut faire les frères Dardenne dans Rosetta. On est toujours près de la fille qui s'appelle Rosetta, ou dans Le Fils de Saul, où tu es toujours très collé au personnage du Fils de Saul. Mais là, je me dis, voilà, on reste collé aux 2 personnages, et puis ils se croisent pas.
Et je pense qu'effectivement, ce qui est étrange, c'est que c'est pas très utilisé dans le cinéma, mais une fois que c'est mis en place, tout le monde comprend le parti pris et ça passe comme lettre à la poste. Et c'est vrai que je trouve que ça ressemble plus à la réalité que le champ contre champ. Sinon, ce qui pourrait ressembler à la réalité, c'est juste avoir un champ latéral, égale distance de personnages, parce que là, t'es comme dans une scène de théâtre. Ok. Et j'avais juste une deuxième petite question. C'était c'est quoi le type... Enfin, Il fait chaud ici, hein. pourquoi Il est rentré pendant la projection, et parce qu'il y avait quelqu'un qui travaille ici qui dit il fait trop chaud. Et je pense que je dis oh putain, il fait vraiment chaud. Et du coup, ils ont allumé le ventilo, mais à 20 minutes de la fin. Moi, j'avais une question, j'avais une question un peu éthique, parce que lorsque Dario Argento fait son solo AVC, il traverse donc tout l'appartement et j'ai trouvé la scène très esthétisée en fait, parce qu'il y a cette couleur rouge qui est prenante. Et il y avait une autre partie, un autre moment où c'est quand les deux personnages décèdent, vous faites un fondu au verre. Donc je me demandais déjà si c'était le verre glauque, voilà, la mort évoquée. Et une troisième partie à ma question, c'était pourquoi avoir prolongé la mort de la mère et pas celle du père. Peut-être parce que c'est pas... Vous semblez dire qu'il y a beaucoup d'éléments biographiques à votre film, donc peut-être que... Non, je sais pas, parce que mon père m'a posé la même question en voyant le film. Ah. La première question qu'il m'a posée, et j'avais très très peur de montrer le film à mon père, parce que c'est pas un film autobiographique, même s'il y a des situations qu'on a connues ensemble. Dario ne joue pas mon père, moi je joue pas Alex Lutz, j'ai un enfant, etc. Mais j'avais quand même une appréhension de montrer le film à mon père, parce que on avait connu des situations semblables, et aussi, je vois que ça avait relancé des souvenirs de certains malaises qu'il y a eu dans la famille. Et en sortant, la première question qu'il m'a posée, j'ai dit pourquoi elle a l'enterrement et pas lui. Il voulait savoir, et je dis parce que je voulais, et papa, c'est juste que je voulais pas faire 2 séquences d'enterrement dans le film. Si je voulais un truc cathartique avec un diaporama, la musique, je dis il faut que ce soit la deuxième personne. Dans le film, c'est lui qui me rend en premier. Du coup, je me suis dit, si on met là un enterrement, après, la deuxième fois, ça allait être, comme il aurait dit, et je me suis dit que c'était plus élégant de rester seul, parce qu'en plus, je disais, la situation qu'elle traverse est plus dramatique que celle que lui traverse. Et c'est des situations beaucoup plus complexes, donc on est plus attaché, tout en étant attaché aux deux. Genre, son nœud existentiel il est plus grand. Et je me suis dit, voilà, allons jusqu'au bout avec elle. Et après, en ce qui concerne la lumière rouge, c'est parce que c'est la lumière de la nuit, je sais pas si vous voyez, c'était sombre, c'était pas forcément très teinté rouge, mais j'aime bien les séquences rouges mises dans plein de films, dans Climax et dans Irréversible surtout. Mais, et quant au vert, la représentation de la mort par un flash au vert, c'est surtout la couleur des draps. Oui. Je sais pas, les draps dans les hôpitaux sont verts, donc je voulais pas que ça parte au jaune ou au rouge ou au rose, parce que c'était juste le drap qui avait cette couleur. J'ai pas choisi la couleur des draps de l'hôpital. Dans son cas, elle, effectivement, son drap, il est crème. Du coup, dans son cas, le fondu, il est à la couleur crème. Et lui, parce que c'est un drap d'hôpital, la fondue était au vert. Mais je trouve que ouais, c'est une représentation assez paisible et très réaliste de la mort. C'est juste c'est comme si la réalité s'estompait. Je suis pas du tout spiritualiste. Bonsoir, je suis là. J'aime beaucoup les voix off dans vos films, et je voulais savoir si vous aviez été tenté de mettre une voix off sur le personnage de Françoise qui parle à boule. Non. Merci. Non, parce qu'après, la voix off aussi, je l'ai surtout... je me suis beaucoup amusé avec la voix off dans Seul contre tous, mais il y a toujours un côté BD dans la voix off dans les films. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc qui soit plus près de la vie, et même si ça te rapproche du système de pensée du personnage de la voix, c'est très artificiel.
c'est efficace, mais c'est très artificiel. Et je me suis dit, non, dans le cas de ce film-ci, je me suis dit, et pourquoi on mettrait une voix off sur elle et pas sur lui? Et dans ce cas-là, il faudrait bien des voix off aux trois personnages, parce que là, ils sont traités à égalité, les trois. Et si on avait valorisé un personnage par rapport aux deux autres, du coup, c'est un film. Et c'est un truc qui est très dur avec la voix off, c'est que la plupart du temps, déjà, quand on pense, il y a une partie qui est verbale, il y a une partie de la pensée qui est faite par des images, et aussi, il n'y a pas de respiration dans la pensée, et aussi, il n'y a pas de volume dans la pensée, c'est comme une voix sans volume, et du coup, si tu le fais dans une situation silencieuse, et la voix elle est atone, etc., ça peut marcher, mais ça fait toujours gimmick. Oui, c'est à nouveau moi. Dans la réponse à ma question, vous avez dit que vous n'êtes pas spiritualiste. Non, spiritualiste, pardonnez-moi. Donc, est-ce à dire que c'est Françoise Lebrun qui, à la fin, a décidé de citer, de faire une prière, ou bien était-ce votre choix? Et une autre. Ça, c'est juste parce que je connais quelqu'un qui est dans un état très proche beaucoup pire que le personnage joué par Françoise dans le film. Et cette personne que j'allais voir pendant le tournage pour me ressourcer, des fois se mettait en boucle, alors qu'il n'a pas du tout, il a eu l'éducation religieuse minimum. C'est bizarre quand on est proche de la mort ou quand on est confus, il y a des urgences religieuses. Et même ma mère, des fois, elle me disait, sors-moi de cette église. J'étais dans la chambre où elle dormait avec mon père, je disais, t'es pas dans une église? Oui, oui. Et après, je voyais qu'il y avait une image, une carte postale qui ouvrait contre le mur, et que tant que je sais pas, qu'est-ce qu'elle projetait, qu'est-ce qu'elle visualisait. Mais encore une fois, j'allais voir quelqu'un dans un EHPAD pendant le tournage, et cette personne répétait en boucle, notre Père qui est aux cieux, que la covenance soit sanctifiée, alors même que de toute sa vie, cette personne était laïque, c'est mérité quoi. Il y a plein de gens aussi qui toute leur vie luttent contre l'Église ou contre l'idée de Dieu, et quand le mur se rapproche, tout d'un coup les gens disent ah putain, peut-être que je déconne, peut-être qu'il y a vraiment un peut-être qu'ils deviennent religieux dans le dernier instant quoi. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que votre pensée se rapprocherait plus de ce que dit Alex Lutz, Stéphane à la fin, où ce ne sont pas des maisons, parce qu'en fait les morts n'ont pas de maison, et donc. Je pense ça, ouais. Ouais, et donc pourquoi alors à la fin vous, je ne sais pas si c'était au drone ou par quelle autre manière, vous inversez l'image. En tout cas, il y a c'est un travelling, je ne sais pas comment dire. C'est pas un travelling, c'était un drone. Oui, voilà, donc vous inversez l'image. Non, c'est comme si d'un coup, ça la vie était catapultée hors de. Okay. C'est un effet catapulte, mais qu'est-ce que c'est? C'est la maison qui est catapultée, et ça tombe comme dans un vortex. Au départ, le plan, il était droit. Il nous dit, ouais, ça faisait plan de drone. Et il y a des gens qui l'avaient vu dans une version précédente, ils disent, ah, c'est dommage que le plan à la fin ressemble à un drone. Je dis, ah merde, on s'était cassé le cul pour le faire. Et on me dit, ça ressemble à un plan de drone, mais c'est un plan de drone. Et du coup, en faisant pivoter, on dit, tiens, là, c'est autre chose. C'est comme j'avais raté une séquence dans Climax, la séquence finale où tout le monde se vautrait par terre. J'étais un peu dit merde, effectivement, il y avait un crescendo et il y avait un aboutissement. Et la séquence, ça marchait, mais elle était moins forte que toutes les autres. Et tout d'un coup, je me suis dit merde, ça y est, j'ai trouvé l'idée. Retourne l'image. Et je retourne et je me dis waouh, la séquence elle marche, voilà, ça arrive. C'était des idées de montage. Et les séquences elles marchent. Et après, le mec qui négocie mes droits musicaux, il était très proche des Morricone de son vivant, et du coup il a reçu avec les héritiers, la famille de Morricone a négocié très rapidement pour un montant acceptable, et du coup on a pu le mettre. Parce que ça c'est un gros sujet quand les gens ils ont des parents qui perdent la tête. Le gaz est une chose de parano permanente. Que les parents ouvrent le gaz et qu'ils le ferment pas, donc c'est... Et effectivement, ils le font.
Oui, mais le plan où en fait elle ramène le drap sur elle, ce plan, et ça, savoir comment on a eu l'idée de faire. Je crois que c'est Françoise qui a eu l'idée de se mettre le... Je voulais filmer par-dessus, et c'est Françoise qui a eu l'idée de se mettre le drap sur la tête. Et on l'a tourné 2-3 fois. Et effectivement, il y a une des prises qui était accidentellement ou volontairement, mais qui était plus jolie que les autres, parce que la position de la main, parce que la position du drap, tout ça j'en sais bien. Et voilà, et après, une fois qu'elle a mis le drap, on avait fait plusieurs fois l'enregistrement de sa voix, et puis on a peut-être changé notre père qui est aux cieux par un autre qui était un peu plus bredouillé et genre plus éteint. Et voilà. Non, des fois, il y a eu beaucoup de moments de magie ou des moments heureux où le truc aurait pu être moins bien et que d'un coup, accidentellement ou volontairement, ça c'est beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Par exemple, le gamin qui tape sur la voiture, j'avais fait une première prise avec lui et je lui dis tu tapes sur la voiture, et à la première prise, Alex et Dario disaient calme-toi, et il se calmait. Et du coup, moi j'étais là, et je ne pouvais pas lui parler parce que les autres parlaient, je ne pouvais pas lui dire vas-y tu tapes, et il regardait apeuré Alex et Dario. Et Françoise, voilà, et du coup toute la séquence était plus sur Françoise et Dario et Alex. Et je me dis non, c'est pas ce que j'avais prévu, et en plus, je me suis dit qu'est-ce que. Et des fois, tac, j'ai eu une idée, j'ai appelé le gamin, j'ai dit tiens, viens, je peux te parler. Et je lui dis tu sais, le mec là qui fait semblant d'être ton grand-père, oui. Et l'autre qui fait semblant d'être ton père, oui, ils vont pas te faire de cadeau. Tu veux un gros cadeau, non? Je dis quoi? Moi je veux te faire un gros cadeau, mais tu me promets que tu casses une voiture avec l'autre voiture. Je dis c'est quoi? T'as une idée d'un cadeau? Il avait une idée, il voulait une petite moto en plastique. Et du coup, si tu arrives vraiment à casser la petite voiture avec l'autre voiture, et tu fais pas attention à ce qu'ils te disent, et ben tu l'auras. Donc, ouais. On est prêt, du coup on a fait la deuxième prise. Et du coup, il arrive, et d'un coup, le plan commence. Et là, Alex qui dit la même chose que fait pendant la première prise, calme-toi. Et Dario qui dit calme-toi. Parce qu'il voulait son cadeau. Et du coup, c'est à ce moment-là que Françoise, qui comprenait plus du tout ce qui se passait, et c'est là où il y a eu un éclair de génie, c'est que d'un coup, c'est mis à pleurer. Et le gamin s'arrête juste à ce moment-là pour la regarder, mais après il reprend à son cadeau, et du coup, c'est comme ça que d'un coup, Dario il était perdu, tout le monde est paumé, Alex il est soucieux pour François, Dario était soucieux, le gamin il était juste soucieux pour son cadeau. À la fin, effectivement, Dario traverse la main parce qu'il dit ouais, là il faut que le plan s'arrête parce que là ça commence à devenir embarrassant. Et c'est là qu'il y a ce moment de magie avec le bras qui traverse le plan. Mais voilà. Le gamin était très content, il a eu son cadeau. Et une semaine plus tard, j'ai fait un autre truc du même genre et j'ai donné le costume de petit motard. Les scènes du début, quand on est dans l'épicerie, dans la droguerie, est-ce qu'il y avait la volonté qu'on soit dans une métaphore du labyrinthe et, Non, c'est pour ça que j'ai choisi les décors. Et la réalité, quand je dis qu'il y avait un problème, un souci de santé, c'est que c'était un truc pas grave, mais on s'est retrouvé pendant 2 jours qu'on ne pouvait pas tourner avec Dario et que du coup on a improvisé des séquences, on a rattrapé des séquences parce qu'on avait filmé avec Dario dans l'appartement, on n'avait pas filmé la moitié avec Françoise, mais aussi je me suis dit tiens, il y a une droguerie qui était à 50 mètres du décor, je me suis dit tiens, il est magnifique parce qu'il est aussi labyrinthique que l'appartement dans lequel on tournait, et du coup on est allé voir le mec, il dit est-ce qu'on peut tourner cet après-midi chez vous, et c'est quoi, et c'est juste il cherche quelque chose, et on l'a tourné. Effectivement, et alors, le décor qui est à 50 mètres de notre décor était aussi bordé que ça, on n'a rien changé, sauf qu'on a mis le petit jouet bien visible, et c'est un jouet d'ailleurs que le droguiste il vendait. Et du coup, c'est en voyant le jouet que je m'étais arrêté de regarder, après j'ai regardé, et puis finalement, on a réajusté un peu, et puis on a fait cette séquence avec la petite voiture et la droguerie. Et après, quand on est allé à Saint-Miguel tourner, je crois qu'il y avait un problème, ouais, c'est qu'on voulait tourner par temps couvert et que le temps était très ensoleillé. Je dis merde, on ne peut pas tourner ce matin. Et juste en face de l'entrée de l'immeuble où on voulait tourner, il y avait un petit supermarché, celui qu'on voit, qui était aussi un peu labyrinthique. Je dis écoute, on a 2 heures à perdre.
en rentrant là-bas, et puis on fait une séquence là-bas. Et on a fait cette séquence-là. Et aussi un jour, sur le chemin, on a vu cette petite librairie. Les unitaires, c'est aussi bordélique, la droguerie avec le supermarché. On va faire une séquence dans cette droguerie-là. J'ai vu dernièrement un autre décor à Paris, un mec qui a une boutique où il vend que des films Super 8, 16 mm, des vieux projecteurs, etc. J'ai dit merde, j'ai découvert ça trop tard, sinon j'aurais fait une séquence avec Dario dans Asia, sa fille qui l'appelle, me dit oui, tu sais, il a réfléchi, il y a un truc qu'il aimerait bien te dire, mais ce serait cool que le personnage, il ait une maîtresse. Il trouve ça vraiment important. Il voulait déjà s'impliquer dans la création du personnage. Et du coup, j'ai dit écoute, moi, ça me pose aucun problème, bien sûr, il y aura une maîtresse comme il veut, s'il veut faire le film. Après, il faut juste choisir une maîtresse. Et c'était juste par rapport à l'esprit du film. C'est vrai que je trouve que ça enrichit beaucoup le film, que lui, il est comme une espèce de vie rêvée, foireuse à côté, et que le fils soit au courant, tout ça. Mais après, il fallait trouver la personne. Et comme dès qu'il est arrivé à Paris, il s'entendait bien avec la costumière. Ça te ferait que le fasse. Il dit oui. Il m'a répondu tellement vite, oui, ce serait parfait. Je dis non, on va pas faire le premier choix, juste 2 heures après que je suis arrivé, en disant ça, j'avais dit plutôt comme une blague. Et après, effectivement, on a essayé de trouver quelqu'un pour jouer le rôle de la maîtresse peut-être à la place, parce qu'elle n'avait pas très envie de le faire. Mais finalement, après on s'est dit, on a réussi à la convaincre qu'elle le fasse, et puis voilà, c'était la costumière du film. Un petit mot de la fin, je vous dis, retenez bien le 13 avril, s'il vous plaît, parlez du film autour de vous. Un petit mot de fin, Gaspard. Il fait plus frais dehors. Ne me demandez pas de selfie parce qu'il faut que j'en fasse beaucoup. Mais par contre, de venir me parler, je suis là pour parler avec tout le monde.